That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, ce vendredi, on termine la semaine dans l'actualité internationale. Jean-Paul, avec quoi? Bonjour. Bonjour. Avec la bataille autour maintenant non plus du racisme ou de la violence policière vis-à-vis des Noirs, la bataille maintenant qui fait rage actuellement aux États-Unis concerne l'héritage raciste, notamment au sud des États-Unis, parce qu'il faut savoir que bien que la guerre de sécession se soit terminée il y a un siècle et demi aujourd'hui, mais si tu veux, il y a une grande division dans la société américaine concernant l'héritage de ce passé esclavagiste, notamment au sud des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui divise? D'un côté, on a ceux qui considèrent que l'esclavage a fait partie de l'histoire du Sud et donc les vestiges de ce passé-là doivent être maintenus au nom, si tu veux, de la préservation du patrimoine, parce que ce passé-là fait partie du patrimoine. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les vestiges? C'est notamment certains symboles, notamment le drapeau des Confédérés. Il faut vous rappeler, c'est ce drapeau sur fond rouge avec une croix au milieu et des étoiles, etc. Donc, il y a ça. Et puis aussi, il y a le fait que, par exemple, à Washington, au siège du Capitole, il y a des statues qui représentent des personnalités illustres de l'histoire américaine. Et parmi ces personnalités, il y a à peu près une dizaine de personnalités qui sont issues du sud des États-Unis et qui étaient ouvertement des personnes racistes et esclavagistes. Et donc, même dans certaines grandes villes des États du sud des États-Unis, il y a évidemment de nombreuses statues. Il y a des lieux publics qui portent le nom de personnalités qui étaient des propriétaires d'esclaves ou qui s'étaient ouvertement battus pour défendre la pratique de l'esclavage au sud des États-Unis. Et donc, tout ça laisse présager qu'aujourd'hui, suite à l'indignation suscitée par la mort de George Floyd, il semblerait que beaucoup d'Américains souhaiteraient, si tu veux, faire table rase de ce passé-là, parce qu'ils estiment que maintenir ces personnalités-là dans l'histoire des États-Unis pour la simple raison que celle-ci fait partie du patrimoine historique et culturel des États-Unis, ce n'est pas faire du bien à la démocratie, ce n'est pas faire du bien à l'unité entre Américains, ce n'est pas faire du bien, si tu veux, à la cohésion même du peuple américain, mais c'est plutôt célébrer une espèce de... c'est célébrer le racisme, c'est célébrer la division et c'est célébrer surtout la haine. Et donc, pour lui, pour les tenants de, si tu veux, la dislocation de ces vestiges visibles-là, pour eux, on doit le faire maintenant pour que demain, si on veut véritablement que le racisme cesse, il faut que déjà on l'enlève des lieux qui soient visibles. Ce n'est pas seulement les enlevant des livres d'histoire où on n'en parlera pas dans l'éducation, en n'éduquant pas les jeunes, mais surtout, il faut que les monuments publics, qui sont des lieux qui sont ouverts à toutes les personnes, y compris aux personnes issus des minorités, notamment des Noirs, ces lieux-là aussi doivent être, si tu veux, nettoyés de toutes ces statues, de toutes ces images, de tous ces vestiges qui rappellent le passé raciste du sud des États-Unis, parce que justement, en les maintenant telles quelles, elles glorifient, elles continuent à maintenir dans l'esprit des Américains issus du sud. Pour les Blancs, c'est cette société qui était esclavagiste là, et qui pratiquait l'esclavage, donc la traite des Noirs, et donc pour eux, dans leur entendement, le Noir a toujours cette place secondaire là, et puis avec tout le corollaire qui s'en est suivi après la traite des Noirs. Après la traite des Noirs, oui, il y a eu, après la guerre de sécession, il va y avoir la ségrégation. Après la ségrégation, il va y avoir toujours dans l'esprit, notamment de la plupart des États du Sud, cette espèce d'image, d'image que le Noir est toujours relégué en seconde place dans la société, et le Noir est considéré comme étant une personne extrêmement dangereuse. Donc, pour faire ce travail de mémoire, pour faire ce travail d'éducation, il faut d'abord faire ce travail de mémoire, et ce travail de mémoire-là passe d'abord par une redéfinition de ce que l'on doit considérer comme faisant partie du patrimoine du sud des États-Unis. Et donc, en l'occurrence, pour certains, il faut donc démanteler, il faut enlever tout ce qui pourrait rappeler ce sud esclavagiste. J'ai pensé à ça dans la nuit, je voulais vraiment qu'on en fasse un débat. Et puis j'ai essayé d'écouter
les opinions des uns et des autres. À France 24, ils ont fait un tour du monde de l'opinion sur cette situation de démanteler des statuts des esclavagistes. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens, quoi. C'est historique. Ça Voilà. va rien changer. Ça, c'est par exemple le point de vue de Donald Trump. Donald Trump estime que ces statuts font partie du passé, du passé du patrimoine, d'abord de l'histoire des États-Unis et du passé. Mais on peut ne pas être d'accord avec ce que nos ancêtres ou nos aïeux ou ceux qui nous ont précédés ont fait. Mais c'est de il y a une l'histoire. chose qui est là, c'est que Ça a ça été fait fait. partie. Voilà, ça a été fait, ça fait partie de l'histoire. Et donc, à ce titre, l'histoire doit être préservée parce que c'est tel quel que nous l'avons reçu. Et donc, nous avons le devoir de le léguer aux autres générations. Mais ceux qui combattent cette idée, par exemple, on a en tête Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, qui, elle, estime C'est quoi que, son argument? elle estime que, par contre, le fait de maintenir ces statuts ou de maintenir tous ces objets-là qui rappellent ce passé sudiste-là, eh ben, ça ne célèbre pas l'union. Ça, au contraire, continue de maintenir dans l'idée de certains Américains, c'est cette idée que la ségrégation est quelque chose de bien et que les Américains doivent continuer à évoluer de manière séparée et que les Noirs, en l'occurrence, doivent continuer à être considérés comme étant des citoyens de seconde classe. Et donc, pour Nancy Pelosi, il faut donc Mais donc, il faut qu'on brûle les livres d'histoire. il faut démanteler, il faut réécrire l'histoire, même quasiment presque. Il faut démanteler donc toutes ces statuts-là. Et même certains gouverneurs, notamment le gouverneur de l'État de Géorgie, avaient commencé déjà à suivre Nancy Pelosi dans cette direction-là, un gouverneur démocrate, parce qu'il avait pris un décret qui demandait donc de démanteler notamment la statue du général Robert Lee. Pour ceux qui ne connaissent pas le général Robert Lee, c'était le commandant des forces armées confédérées, donc les armées du Sud, qui était basé notamment à une trentaine de kilomètres de la ville de Richmond, qui était considérée comme étant la capitale des États du Sud. Et donc la statue de Robert Lee, qui était dans la capitale de l'État de Géorgie, et le gouverneur avait pris un décret pour que cette statue soit démantelée. Mais un arrêté pris par un juge a demandé de suspendre cette décision-là. Et donc, pour le moment, cette statue est en sursis. Or, Nancy Pelosi, par exemple, elle est en train de travailler activement pour que l'on démantèle les 11 statues qui sont dans le Capitole et qui représentent soit des soldats confédérés ou des officiers de cette même armée-là. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle estime que les maintenir là, ce n'est pas célébrer la paix, mais c'est plutôt maintenir la haine. Le NASCAR, tu connais le sport automobile le plus populaire aux États-Unis, eh ben, c'est un sport aussi qui est extrêmement populaire au sud des États-Unis. Eh ben, la fédération NASCAR a donc décidé que les drapeaux confédérés ne devraient plus figurer d'aucune manière, ni sur les véhicules, ni sur les enceintes même des circuits, pour éviter de rendre mal à l'aise les personnes, évidemment, qui, notamment les Noirs en l'occurrence, ou les minorités, qui voient d'un très mauvais œil ce drapeau confédéré-là. Toi, tu analyses la situation comment? Ben, écoute, moi j'analyse qu'on est dans l'ère du temps qui considère qu'on a de plus en plus, comment dirais-je, comment dirais-je, c'est-à-dire qu'on se... Je cherche le terme, c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler comme on veut, hein, on se censure, voilà. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans l'ère du politiquement correct. Donc, on ne doit plus rien dire qui soit capable de heurter les susceptibilités, même notamment des groupes minoritaires. Donc, les groupes minoritaires, ce sont, par exemple, aux États-Unis, les Noirs, les Latinos, les homosexuels, les féministes, etc., etc. Donc, malheureusement, on est dans cette ère-là, notamment qui a été amplifiée par le numérique et les réseaux sociaux. Donc, il est de plus en plus difficile d'expliquer. Je crois que plutôt que c'est un travail d'éducation qui devrait être fait, c'est-à-dire qu'on doit maintenir ces statuts-là. Moi, je suis contre le fait qu'on puisse le démanteler parce qu'on ne démantèle pas le patrimoine comme ça. On ne change pas l'histoire pour le plaisir de changer. La politique n'a pas à s'immiscer dans l'histoire. Donc, le patrimoine, c'est notre patrimoine, qu'il soit bon ou mauvais, mais au contraire, on doit plutôt enseigner aux générations plus futures à ne pas reproduire les erreurs qui ont conduit aux situations déplorables que nous avons pu constater par le passé. C'est ce travail-là plutôt qui doit être fait, ce travail d'éducation-là, et justement pour prouver que par le passé, il y avait des personnalités qui n'avaient pas bien agi ou qui avaient, à leur époque, pensé qu'en posant les actes qu'ils avaient posés, eh ben, ils participaient soit au développement de leur pays, soit à l'évolution des mentalités à leur époque. Eh ben, on doit démontrer que ce sont ces actes-là, même posés à leur corps défendant, qui ont conduit à créer des injustices ou à créer des clivages au sein de la société. Je prends un exemple. Les gens ont tendance à oublier que le premier président des États-Unis,
George Washington était issu du Sud, il était esclavagiste. Il avait à peu près 300 esclaves. Ça, les gens ne le savent pas. Mais est-ce pour autant que l'on va considérer que George Washington n'était pas un grand président? Est-ce qu'il n'a pas fait de grandes choses? Si, il a fait de grandes choses. Et même le président Jefferson, qui a été le successeur, l'un des successeurs de George Washington, lui, il avait plus de 600 esclaves. Est-ce que George Washington et Thomas Jefferson doivent être enlevés du panthéon des grandes personnalités de l'histoire américaine parce qu'aujourd'hui, il ne ferait pas bon de dire qu'ils avaient à leur époque été des esclavagistes. Bon, parce qu'ils étaient propriétaires d'esclaves, mais ils étaient contre l'esclavagisme. Enfin, ils étaient esclavagistes même, il ne faut pas arranger, puisque c'est quelques siècles après que Abraham Lincoln va venir changer ça. Mais à leur époque, eux, ils se sont battus pour l'indépendance des États-Unis, et en l'occurrence George Washington, et Thomas Jefferson, lui, il a été véritablement le premier président à consolider l'unité territoriale des États-Unis dans la configuration que l'on connaît aujourd'hui. Mais est-ce pour autant que l'on va dire maintenant, en 2020, que ces personnalités-là ne doivent plus faire partie de l'histoire des États-Unis parce qu'à leur époque, ils étaient propriétaires d'esclaves? Tu vois que là, dans ce cadre-là, ça n'a plus de sens. Sinon, maintenant, on va s'attaquer à tous les vestiges des États-Unis. Et croyez-moi, des séries, par exemple, telles que Shérif Fais-moi peur. Vous vous rappelez, la voiture emblématique de Shérif Fais-moi peur, qu'on appelle la Générale Lee. Eh bien, on va maintenant dire à nos enfants, ne regardez pas cette série-là, alors que cette série nous a fait rêver. La Générale Lee, sur laquelle on a sur la toiture de la voiture, on a le drapeau des Confédérés. Donc, tu vois que à un moment, lorsque l'on tire un peu trop sur la corde, ça va donner n'importe quoi. Et Donald Trump explique et justifie notamment ce choix-là, parce qu'il faut, par exemple, dans l'armée, il y a à peu près une 50aine de bases américaines qui portent le nom de personnalités, de généraux issus de l'armée confédérée. Ces bases-là se trouvent pour la plupart dans les États du sud des États-Unis. Donc, est-ce parce que ce sont des généraux qui se sont battus dans l'armée des confédérés que l'on doit leur retirer le fait que ce soit des soldats américains? C'est ça le principe, le point de vue de Donald Trump. Donc pour lui, tant que ce sont des soldats américains, quel que soit le camp dans lequel ils étaient, à l'époque où ils étaient, on ne doit pas leur retirer le fait qu'ils aient porté l'uniforme de militaires américains. Et donc à ces titres-là, s'ils se sont fait reconnaître par la bravoure au combat, même s'ils se sont battus face à d'autres Américains à un moment de leur histoire, eh ben, ça n'enlève en rien le fait que ce soit des soldats américains qui ont été vaillants. Et donc à ces titres-là, on doit continuer de laisser des forts ou des camps militaires porter leur nom. C'est ça le principe de Donald Trump. Mais pour, évidemment, les opposants à Donald Trump, les opposants à cette idée-là, il faut au contraire changer les noms des camps militaires. Il faut enlever les statuts des soldats ou des personnalités confédérées. Il faut enlever les statuts de personnalités qui étaient des esclavagistes, parce qu'on estime que c'est maintenant un peu, on est dans l'ère du politiquement correct, et qu'aujourd'hui il n'est plus moralement acceptable que l'on ait des lieux ou des statues ou des monuments qui soient dédiés à des personnalités. Mais donc on va fermer, Gina, on va fermer le musée de Barack Obama, le musée des Africains américains, puisque la Gola, elle veut qu'on fasse disparaître tout ce qui a un rapport avec l'esclavagisme. Non, pour eux, le musée de Barack américain parle plutôt de l'esclavage. Il ne fait pas l'apologie de ceux qui ont pratiqué cette traite négrière-là. Donc on est un peu si tu veux, on est dans le miroir de l'esclavagiste. En face, son miroir, c'est l'esclavage. Donc pour lui, pour ce qui concerne le musée de Barack Obama, on doit plutôt maintenir, on doit rappeler plutôt aux Noirs d'où ils viennent, ce qu'ils ont enduré, et surtout que les droits dont ils jouissent aujourd'hui sont le fruit d'énormes sacrifices qui ont été consentis par ceux qui les ont précédés. Mais JP, c'est un peu paradoxal, parce que tu ne peux pas parler, par exemple, du génocide du Rwanda sans parler du génocidaire. Exactement. Tu ne peux pas parler d'esclavage sans parler d'esclavagistes. Tu ne peux pas parler enfin, tu comprends où je veux en venir. Oui. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Dafresh, parce que l'histoire en elle-même, bien qu'elle soit difficile, bien qu'elle soit dure, bien qu'elle soit honteuse, n'en fait pas moins l'histoire. Exactement. On doit la garder
parce que c'est ce qui doit nous rappeler. L'histoire est là pour nous rappeler ce qu'on a fait, qui a contribué à bâtir notre humanité, et ce qu'on a fait qui, à un moment donné de notre histoire, nous a transformés en animaux, et ce qu'on ne doit plus jamais refaire. Les Allemands ont honte de la partie Hitler de leur histoire, mais c'est pas pour autant qu'ils ont effacé ça dans la mémoire de leurs enfants et ainsi de suite. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis que on est dans l'ère du politiquement correct, et c'est ce qui est dangereux. La politique ne doit pas s'immiscer dans l'histoire. L'histoire est l'histoire, quel qu'il soit. Le passé d'un peuple reste le sien, et donc à ce titre-là, il ne doit pas être manipulé pour satisfaire une ambition politique. Ça, c'est clair. Et c'est malheureusement ce à quoi on a l'impression d'assister aujourd'hui. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. En France, par exemple, une statue a été démantelée dans une ville parce qu'elle représentait un ancien propriétaire d'esclaves. En Belgique aussi, la statue de Léopold II a été démantelée parce que il était considéré comme étant le responsable d'atrocités qui avaient été commises lors de la colonisation, notamment durant la période où la République démocratique du Congo actuelle était la propriété privée de Léopold II. Donc, malheureusement, là, c'est dans ces dérives-là. Oui, avant que Léopold II ne cède le territoire, maintenant à l'État de Belgique. Au début, quand il a acquis la RDC en 1885, c'était au titre c'était une cession privée. Il a acquis de manière... J'en sais pour lui. Oui, c'est son territoire personnel. Et donc, il l'a exploité durant des décennies. Et c'est ce qui explique, selon certains historiens, que la fortune de la famille des descendants de Léopold II se soit bâtie ou est considérablement augmentée par l'exploitation des ressources forestières et minières de la République démocratique du Congo. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour certains, on demande par exemple la statue de Léopold II, je crois, ça a été démantelé. J'ai regardé ça aujourd'hui. Donc, tu vois, donc là, on entre dans le délire complètement. Ouais, je suis d'accord, c'est du délire. C'est du délire parce que ce n'est pas parce que, au contraire, on doit maintenir Léopold II là pour expliquer qui était Léopold II et surtout bien recontextualiser les choses. Il a acquis ce territoire-là parce qu'il estimait que d'autres puissances aussi avaient avait commencé à grappiller des territoires, et donc lui, il a vu une opportunité là, il s'en est saisi, et donc avec maestria, il a été l'un des grands organisateurs de la conférence de Berlin avec le chancelier Bismarck, et donc c'est à partir de cette conférence de Berlin là que lui va s'assurer que chaque grande puissance ait sa part du gâteau, si on peut parler ainsi, et lui, il s'est également assuré que lui puisse avoir la sienne, et c'est comme ça qu'il a acquis le Congo. Et donc il faut dire et ensuite expliquer que durant toute la période où le Congo était d'abord la propriété privée de Léopold II, puis le Congo était une colonie du Royaume de Belgique, eh bien, il y a eu des atrocités. Il y a eu durant la période où le Congo, par exemple, était la propriété de Léopold II, il y a eu le travail forcé, il y a eu toutes des maltraitances, notamment on exigeait aux Africains de produire, notamment dans les plantations de caoutchouc, d'énormes quantités de caoutchouc, ceux qui n'arrivaient pas à le produire étaient frappés, certains même étaient mutilés, on leur coupait les mains parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Donc toutes ces choses, on a des preuves aujourd'hui, on a des témoignages, voilà, donc ça doit être expliqué aux gens, mais non pas pour susciter de la haine vis-à-vis des Belges, non, plutôt pour expliquer d'où on vient et expliquer que l'on ne doit plus jamais reproduire ce genre de choses. Merci, Jean-Paul est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. En tout cas, j'attends Mosley en tant qu'historien. Je vais aussi lui demander son opinion quand il sera dans le studio. On reste connecté dans le Da Fresh Morning. On fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.